Bonjour, bienvenue à la 9e séance du module Principes généraux du droit. Nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 5, les sources du droit, qui nous occupera pendant 3 séances. Alors, le découpage va être assez inégal en termes de temps. Aujourd'hui, une toute petite séance. La séance suivante sera beaucoup plus conséquente, et la dernière sera de taille plus moyenne. Comme je vous l'ai déjà dit, je préfère un découpage cohérent en termes de contenu que forcément équivalent en termes de temps. Donc aujourd'hui, nous allons commencer à parler des sources écrites du droit. Une source écrite, on l'a vu en France, un système romano-germanique basé sur le droit écrit, donc avec de nombreux codes, dans lesquels les lois notamment sont écrites. Donc il n'y a pas que les lois comme source de droit, et notamment de droit écrit. Et toutes ces sources respectent une hiérarchie. En France, il y a une hiérarchie des sources du droit et chaque norme inférieure doit obéir aux règles des normes qui lui sont supérieures. Donc on va petit à petit en fait descendre le long de cette hiérarchie des sources du droit au fil des séances. Et donc aujourd'hui, on va parler principalement de la Constitution, qui est tout en haut, tout au sommet, et des traités internationaux et du fait que les deux doivent être conformes. La séance 10, on traitera du droit communautaire et la séance 11 de toutes les autres sources de droit en France. Donc commençons dès à présent par parler de la norme suprême. La norme suprême en France, c'est la Constitution, elle est au sommet de la hiérarchie des normes. Donc la définition de la Constitution, c'est quoi? Une charte, donc une loi fondamentale, qui définit les droits essentiels des citoyens d'un État, détermine son mode de gouvernement et règle les attributions et le fonctionnement des pouvoirs publics. Qui fait quoi? Qui a quel pouvoir? Donc nous, en l'occurrence en France. Alors, cette constitution est complétée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, par le préambule qui date de 1946 et par la Charte de l'environnement de 2004. Donc la constitution, elle est fondamentale, mais elle peut éventuellement être révisée. Alors de deux façons, par le président de la République sur proposition du Premier ministre, un projet de révision de la Constitution, ou bien par une proposition de révision de la Constitution qui, elle, émane des membres du Parlement. Dans les deux cas, quel que ce soit un projet ou une proposition de révision, il faut qu'il y ait un vote en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat pour que la révision constitutionnelle soit approuvée. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est vraiment une charte fondamentale, donc c'est pas anodin ce système. Nous n'entrerons pas dans le détail de la répartition des pouvoirs, de l'organisation des pouvoirs sous la Ve République, qui sont définis dans la Constitution, notamment, alors vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs, législatif et exécutif, mais au sein de l'exécutif, la répartition entre le président, le Premier ministre, les membres du gouvernement, le Parlement, il y a des pouvoirs propres, des pouvoirs partagés qui sont très précis dans la Constitution. Vous les avez vus en cours d'institutions nationales et territoriales, donc on ne va pas, a priori dans ce cours-là, on ne va pas s'apesantir dessus, revenir dessus. Je vous invite, si c'est plus très frais dans votre esprit, à retourner et jeter un coup d'œil. Voilà, ça fait partie du fonctionnement des institutions françaises que vous devez vraiment maîtriser. Donc, un petit mot sur le Conseil constitutionnel, puisqu'on parle de la Constitution. Il est composé de 9 membres, plus les anciens présidents de la République encore vivants. Chaque membre a un mandat de 9 ans qui n'est pas renouvelable, donc ça se renouvelle par tiers tous les 3 ans. L'idée, c'est qu'il y a un roulement tous les 3 ans et les personnes ne peuvent pas rester plus de 9 ans. Le rôle du Conseil constitutionnel, les rôles plutôt, donc veiller à la régularité des élections, alors à la fois du président de la République, députés, sénateurs, et régularité des opérations dites de référendum. Donc régularité, c'est vérifier qu'il n'y a pas eu de malversation, de fraude ou autre, que la façon dont elles doivent être menées conformément à la Constitution a bien été respectée, etc. Il peut vérifier, voire même il doit vérifier, on y reviendra tout à l'heure, la conformité des traités internationaux avec la Constitution, donc avant qu'ils soient ratifiés. Il peut
vérifier la conformité des lois à la Constitution, donc ce qu'on appelle une conformité a priori, c'est-à-dire avant leur promulgation. C'est son rôle. Alors, il le fait pas systématiquement pour toutes les lois, ce serait un gros travail, mais ça fait partie de ses attributions. Et surtout, plus récemment, ça date de 2010, il peut vérifier la conformité des lois à la Constitution a posteriori, c'est-à-dire après leur promulgation, ce qui n'était pas du tout possible avant. Donc ça passe par ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Donc c'est par exemple à l'occasion d'un litige, il y a un demandeur ou le défendeur, souvent plutôt le défendeur, mais enfin peu importe, qui constate que une loi qu'on souhaite utiliser à son encontre n'est pas conforme, en tout cas selon lui, à la Constitution et aux libertés fondamentales qui sont définies dans la Constitution. Il peut demander, dire voilà, moi on veut m'appliquer cette loi, j'estime qu'elle n'est pas constitutionnelle, je demande au Conseil constitutionnel de vérifier si cette loi est bien constitutionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle une QPC. Donc on étudiera en séance d'amphi un exemple de QPC, comment ça fonctionne, quelles sont les conditions et quelles peuvent être les conséquences par rapport à ça. Alors, deuxième partie, les traités internationaux. Alors, les traités internationaux sont des normes supérieures aux normes nationales. Donc, dans la hiérarchie, on a Constitution, traités internationaux, et après, les normes nationales vont venir, pas tout de suite, on a le droit communautaire aussi entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traités ou accords qui sont régulièrement ratifiés, on va revenir là-dessus après, ou approuvés, ont, dès leur publication, dès qu'ils ont été publiés au journal officiel, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Donc ça, c'est la condition de réciprocité. C'est-à-dire que je vais faire appliquer un traité en France, si le pays avec lequel j'ai signé ce traité le fait appliquer sur son territoire. C'est le cas par exemple des traités d'extradition. Je ne vais pas accepter d'extrader des citoyens vers un autre pays si cet autre pays n'extrade pas vers la France les citoyens qui ont commis des crimes en France. Voilà. Donc, il y a une nécessité de réciprocité. Après, il faut bien que quelqu'un fasse applique le premier ce traité. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les traités vont être choisis, c'est pas le bon terme, mais vont être choisis de préférence à une norme nationale en cas de contradiction entre les deux. Donc ça va être, en l'occurrence, ça va se révéler en cas de litige, puisque on va avoir donc, un conflit traité international qui ne dit pas la même chose qu'une loi. Alors, on a eu le cas, par exemple, au moment de la mise en place des droits de douane, il y a eu une importation, le café Jacques Fabre avait importé du café qui avait été taxé plus cher que le café qui était transformé en France, qui était transformé puis importé. Il y avait des taxes différentes d'appliquer, alors que les traités internationaux avaient dit que les taxes devaient être les mêmes pour tout le monde. Et donc, les cafés Jacques Fabre ont demandé à ce que ce soit le traité international qui s'applique et non pas la loi française relative aux droits de douane qui, pour le coup, ne lui était pas favorable. Et il a obtenu gain de cause. On a appliqué le traité international et il a eu une diminution de ses droits de douane. Donc, la loi française n'a pas été appliquée. Autre exemple, il y a eu, alors vous étiez jeune, très jeune, ça date déjà de 2001 maintenant, il y avait tout un débat sur les sondages préélectoraux, sur le fait que les publier une semaine avant l'élection, ça influençait les gens, etc. Donc, or, il y avait un traité international qui disait que la liberté d'expression, liberté de communiquer et de recevoir de l'info, allait à l'encontre de cette interdiction de publication des sondages, et donc la loi française n'était pas conforme, donc il a fallu réviser la loi française à ce niveau-là. C'est pas réviser, mais enfin revoir la loi française, et en tout cas c'est les traités internationaux qui ont été appliqués, et les sondages d'opinion qui avaient été publiés juste avant l'élection avaient été déclarés n'étaient absolument pas illégaux. Donc toujours, voilà, s'il y a un conflit entre un traité international avec les conditions qu'on va revoir, et les normes nationales, alors les lois ou d'autres, ça peut être des décrets, des arrêtés, on verra d'autres exemples, c'est le traité international qui s'applique.
Donc c'est le principe de hiérarchie des normes. Alors, petite précision que vous avez peut-être déjà vu, il y a 4 conditions pour l'entrée en vigueur d'un traité. Il doit être signé par le président de la République, il doit être ratifié par le Parlement, approuvé par le Parlement, il doit ensuite être publié au journal officiel et il y a une nécessité de réciprocité de l'exécution, on l'a dit tout à l'heure. Donc si ces conditions sont remplies, il y a bien supériorité des traités internationaux sur les lois françaises et ça se repère notamment en cas de litige. C'est également vrai, plus ou moins, entre les traités internationaux et la Constitution. Alors ça pose un problème différent puisqu'on l'a vu dans la hiérarchie, la Constitution est au sommet. Les traités internationaux sont en dessous. Donc on pourrait supposer qu'on ne peut pas appliquer un traité international qui n'est pas conforme à la Constitution et qu'il faut le revoir. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'un président qui décide de signer un traité international, quelque part, s'engage, s'il souhaite que ce traité soit appliqué, à mettre en conformité la Constitution avec le traité. Donc la Constitution restera bien au-dessus, mais il faudra la rendre conforme au traité. Donc c'est un mécanisme un petit peu particulier, alors qui est défini dans l'article 54 que je vous ai mis en entier, qui précise qui peut faire cette demande. Donc Conseil constitutionnel qui va choisir de réviser la Constitution, ça c'est évident. Donc la question peut être posée par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou bien 60 députés ou 60 sénateurs. Si l'un de ces membres estime qu'un traité international comporte une clause contraire à la Constitution, il ne peut pas le ratifier, l'approuver, sans qu'il y ait eu préalablement une révision de la Constitution. Et donc ils vont demander au Conseil constitutionnel une révision de la Constitution pour la mettre en conformité avec le traité avant que ce traité puisse être ratifié et appliqué. Donc ça veut dire quoi, Ça veut dire que on peut avoir une révision. Alors par exemple, il y a une révision de la Constitution après l'accord de Maastricht de 92 pour que les citoyens européens résidant en France aient le droit de vote en France. La Constitution disait que le droit de vote était uniquement pour les citoyens français. Or, les traités européens, sur la libre circulation des personnes, donnaient le droit de vote du coup à tous les citoyens européens sur leur lieu de résidence. Donc il a fallu réviser la Constitution pour étendre le droit de vote à tous les citoyens européens qui résidaient en France. Voilà, il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup, notamment avec les traités, plus les traités européens qui font partie des traités internationaux, mais voilà, il y en a beaucoup, on pourrait citer de nombreux exemples à ce sujet. Donc retenez bien, si je fais la synthèse, au sommet de la hiérarchie des normes, on a la Constitution, qui doit être conforme aux traités internationaux qui viennent juste en dessous. Si elle ne l'est pas, il faut la réviser. Les traités internationaux, une fois qu'il y a eu conformité avec la Constitution et qu'ils ont bien été signés, ratifiés, publiés et qu'il y a bien une réciprocité de l'application, donc ces traités internationaux sont au-dessus de toutes les autres normes et notamment toutes les normes nationales. On a une supériorité des traités internationaux sur la loi, les décrets, les arrêtés, voire d'autres sources que nous verrons ultérieurement. Et notamment lors des séances 10 et 11. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment essentiel. Vous pouvez alors faire le petit QCM qui sera assez court puisqu'il n'y a pas beaucoup de contenu. Faites-le quand même, c'est obligatoire de toute façon. Et donc en amphi, on étudiera une procédure de QPC sur le harcèlement sexuel, l'abrogation d'une loi sur le harcèlement sexuel et les conséquences que ça a pu avoir sur les victimes. Voilà, bon courage.